Le 12 mars 2020, Emmanuel Macron annonce la fermeture de tous les établissements scolaires en France pour endiguer la fameuse maladie du pangolin. Les premières simulations montrent en effet que sans un confinement strict, il sera très difficile de contenir l'épidémie. Aujourd'hui, nous aussi on s'attaque à ce défi, simuler le comportement d'une épidémie. On passe tout de suite à la première étape qui va conditionner la réussite de notre projet. Pour une bonne simulation, il faut toujours à la base un bon modèle. Ici, on va commencer par un modèle plutôt simple, mais qui permettra quand même d'expliquer pas mal d'observations pendant les épidémies, le modèle SIRD. Ce modèle tire son nom des 4 catégories de population que l'on va considérer: sane, infected, recover et dead. Dans ce modèle, chaque personne appartient à une des 4 catégories précédentes et change de catégorie en fonction de son état de santé. Maintenant que l'on a choisi notre modèle, il va falloir déterminer les équations d'évolution de l'épidémie. On rappelle que la catégorie S, c'est ceux qui sont susceptibles de contracter la maladie, I les infectés, R ceux qui se sont remis de la maladie, et la catégorie D, c'est ceux qui sont morts de la maladie. Donc on va déjà noter quelques liens entre les différentes catégories. Tout d'abord, ceux qui sont susceptibles d'avoir la maladie peuvent passer du cas infecté. Et ceux qui sont en infecté peuvent soit se remettre de la maladie, et donc passer dans la catégorie R et être immunisés à la maladie, soit mourir de la maladie, et donc passer dans la catégorie D, la catégorie de ceux qui sont morts. Donc on voit bien que ça, c'est la seule évolution possible pour quelqu'un qui part de la catégorie S, donc passer dans l'infecté, rester un certain temps dans l'infecté, puis s'en remettre ou mourir. Maintenant qu'on a trouvé cette évolution, c'est là qu'on va préciser mathématiquement la valeur des flèches. Donc, pour passer de l'état de susceptible à l'état d'infecté, cela va dépendre de 3 paramètres. Un paramètre bêta, que l'on va appeler le taux d'infection, S, le nombre de personnes de la catégorie S, et I, les infectés. En effet, s'il y a beaucoup d'infectés, forcément, il va y avoir plus de chances de contaminer ceux dans la catégorie susceptible. Et s'il y a beaucoup de susceptibles et quand même un peu d'infectés, il va y avoir beaucoup de chances d'infecter quand même quelqu'un, s'il y en a beaucoup dans la catégorie S. Et enfin, si l'une des deux catégories est nulle, il ne peut y avoir personne qui devient infecté. Maintenant, pour l'évolution du malade après avoir été infecté, on va introduire un taux de rémission gamma, et ce taux de rémission va être multiplié par I, la quantité d'infectés. Et donc, en fonction d'une certaine constante gamma, qui est le taux de rémission, on va obtenir ceux qui vont se remettre de la maladie. Et pareil, on va introduire un taux lambda, mais cette fois-ci de mortalité, multiplié par la catégorie des infectés. Et donc, on voit bien que s'il y a beaucoup d'infectés, il va y en avoir une partie quand même qui se remet de la maladie et une autre partie qui en meurt. On obtient alors ces équations d'évolution où tu vois que pour chaque compartiment, si la flèche part de lui et arrive vers un autre, on a un signe moins, décrit aussi par la quantité sur la flèche. Donc ici, pour ceux qui sont susceptibles d'avoir la maladie, on voit qu'il diminue de la valeur qu'on a notée sur la flèche. Et c'est pareil pour les 4 autres catégories. Tu as peut-être remarqué que ces équations, si tu es très fort en chimie, te font penser à quelque chose. Et oui, elles rappellent les équations de la cinétique chimique. En effet, dans ce modèle, on s'inspire des molécules qui réagissent entre elles pour former différents produits, pour décrire l'évolution de l'épidémie. C'est pour ça qu'on retrouve ces équations typiques de la cinétique chimique, où il y a une dérivée d'un côté et de l'autre des équations couplées. Par exemple, ici, on a une dérivée qui porte sur S, mais de l'autre côté, il y a un produit S fois I. Maintenant que l'on a obtenu les équations de l'évolution de l'épidémie, on va pouvoir passer à la partie simulation. Pour réaliser notre simulation, on va la coder en Python. On commence par introduire les différentes constantes de notre problème, comme le taux d'infection ou la population initiale dans chaque catégorie. Mais maintenant, on va passer à la partie la plus difficile de notre problème, résoudre le système d'équations. Comme on l'a vu précédemment, le système d'équations d'évolution est un système couplé, car l'évolution de chaque catégorie dépend aussi de l'évolution des autres. Et ce système d'équations est très difficile à résoudre. Heureusement, on va pouvoir utiliser les outils disponibles en Python pour réaliser notre simulation.
Après quelques recherches dans la bibliographie, j'ai trouvé la fonction qu'il nous faut. ODEINT. Cette fonction permet de renvoyer la valeur approchée au cours du temps pour chaque fonction d'un système d'équations différentielles. Et c'est exactement ce qu'il nous faut. Plus qu'à implémenter la fonction d'évolution dans notre code et on est prêt à obtenir les résultats de notre simulation. Voici le code en entier que l'on a écrit. On lance notre code et voici ce que l'on obtient. Avec notre simulation, on a une estimation au cours du temps du nombre de personnes par catégorie. On peut bien sûr faire varier les paramètres de la simulation pour voir ce que l'on obtient en diminuant par exemple le taux d'infection. Bien sûr, notre modèle est un peu simpliste, mais il permet déjà de comprendre comment on utilise les modèles en sciences des données. Les modèles professionnels prennent en compte beaucoup plus de paramètres et font des hypothèses moins fortes que dans le modèle SIRD. Par exemple, ici, on a considéré que chaque personne avait la même chance de se faire contaminer. J'espère que tu en auras appris un peu plus sur les modèles numériques et l'épidémiologie. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune future vidéo.